midi. J'espère que ça va bien de ton côté. Ça roule la semaine de la formation à distance. Je suivais le mot-clic depuis lundi. C'est en feu. Félicitations pour l'événement. C'est de toute beauté. Alors, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran. Me voici. Alors, ça va me faire plaisir de jouer le rôle de l'animateur ce midi. Puis comme tu disais, oui, on a 3 panélistes remarquables qui vont venir nous parler, Maxime, de comodalité ou d'enseignement comodal qui, dans mon vécu, ce sont des expressions nouvelles pour plusieurs d'entre nous en éducation, même s'il y a des gens qui vivent ça depuis peut-être plus longtemps, grâce ou à cause de la pandémie. Alors, merci de votre confiance pour ça. J'ai eu la chance de les rencontrer. On a un beau plan de match pour les gens qui prennent le temps à l'heure du dîner de venir écouter ces panélistes-là. Des questions importantes, des enjeux importants entourant ce que c'est la comodalité. Puis on va se donner aussi du temps à la toute fin pour répondre aux questions que les gens pourraient peut-être avoir pour les panélistes, parce qu'on va présenter des choses, on va discuter entre nous. On trouvait que c'était important de faire une place pour la voix des participants qui peut-être auraient des questions plus pointues pour nos panélistes. Puis à la toute fin, on se donnera un petit 5 minutes pour revenir, donner l'occasion aux panélistes de peut-être un petit message de la fin. Donc, c'est un petit peu la structure où on s'en va dans la prochaine heure, une heure chargée où on parle de comodalité. Donc, voilà. Sans plus tarder, je pense qu'on entre directement dans le vif du sujet. Sandwich à la main pour ceux qui dînent en même temps. Aucun problème là. Je vais suivre l'ordre dans lequel nos panélistes figurent sur le site web. Donc, en premier lieu, on a Serge Gérin-Lajoie. Serge est professeur à l'Université TELUC, spécialiste en formation à distance, en formation en ligne et en enseignement supérieur. Serge, merci d'être là. Ça fait plaisir, Marius. Fantastique. Prochain panéliste, Normand Roy, professeur au département de psychopédagogie et d'andragogie à l'Université de Montréal. Il s'intéresse aux technologies émergentes en éducation. Bonjour, Normand. Bonjour, Marius, puis merci pour tous les qualificatifs un peu trop généreux, mais on espère que tout le monde va profiter de la rencontre ce midi. Moi, je vous mets de la pression en partant. La dernière et non la moindre, France Lafleur, qui est professeure régulière au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, en tant que spécialiste de la formation à distance et de la formation en ligne par webconférence. France Lafleur, bonjour. Alors, bonjour, merci pour l'invitation et je salue le courage de nos participants de s'être inscrits aujourd'hui là, c'est tout un défi. Alors, qui dit comodal dit défi. Alors, bienvenue tout le monde, oui. On a hâte de vous en parler. Absolument. Des paroles sages en partant, ma chère France. Merci d'être là, toi également. Il faut définir ce que c'est. Je me dis, si on veut parler de comodalité, quelle meilleure façon que de commencer en définissant ce que c'est. Et puis, Serge, je pense que c'est toi qui s'est donné ce mandat-là. Peux-tu nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est l'enseignement comodal, puis peut-être aussi comment ça se distingue des autres modes d'enseignement? Oui, tout à fait, Marius. Il faut se donner de la peine de se définir les termes qu'on utilise, oui. Puis essayer de comprendre. Puis comme Normand le dit, comme tu l'as dit aussi, c'est un phénomène en émergence, fait qu'on a tout intérêt à de se donner des définitions puis travailler avec ces définitions-là. Et c'est ce qu'on a fait dans les dernières semaines et derniers mois. Donc, Maxime, si tu veux présenter la première, vous allez voir, il y a une petite fenêtre qui va apparaître. Okay. On parle de comodal, de bimodal, de synchronous, de blended, de remote. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est constitué un corpus. On a fait une recension systématique là, dans 8 bases de données scientifiques. Et on a gardé, on a trouvé 1270 textes qui parlaient de l'enseignement comodal sur le plan scientifique. Puis on a gardé un corpus de 80 textes. Et imaginez-vous qu'à l'intérieur de ces 80 textes-là qu'on a analysés, on a trouvé 36 appellations différentes pour... Même si les définitions se ressemblent beaucoup, c'est 36 appellations différentes pour le phénomène ou le terme. Et ces travaux, les principaux travaux qui ont été faits par rapport au comodal remontent, la figure de proue qu'on pourrait dire, c'est Brian Beatty qui a amené ça en enseignement supérieur aux alentours de 2007-2008. Donc, ça fait déjà un bon petit moment que ça existe. Et lui parlait à l'époque d'approche flexible ou le high flex. Et lui distinguait, il dit, la première façon de distinguer comme les différents types de cours, les différentes appellations, c'est de dire est-ce que l'étudiant a le choix d'être en classe ou d'être à distance? Sa distinction, il la mettait là, c'est la ligne de séparation. Mais ce n'était pas suffisant selon nous. Donc, si on prend la prochaine diapo, la première chose qu'on peut faire, c'est
assurément considérer qu'il y a des étudiants qui sont à distance, il y a des étudiants qui sont en classe en même temps avec un enseignant qui est en classe aussi. Et Sassen Lacal et ses collègues à l'Université de Sherbrooke nous ont plutôt de parler de est-ce qu'on fait du bimodal ou est-ce que c'est l'étudiant qui a le choix, ils ont parlé plutôt de niveau de flexibilité. Donc, il y a 4 niveaux qu'ils ont identifiés. Le premier, c'est de dire l'étudiant, il n'a pas le choix. On lui a dit tu es en classe ou tu es à distance et tu vis avec ça. C'est la décision de l'institution ou de l'enseignant et il n'a pas le choix. Donc, le niveau de flexibilité, c'est aucune. Il y a une flexibilité moyenne qui pourrait être aussi ajoutée, c'est-à-dire que l'étudiant choisit s'il va être en classe ou à distance et il doit se tenir à son choix. Et finalement, pas finalement, mais le troisième niveau de flexibilité qui est plus grande, c'est que lors de chaque rencontre, l'étudiant peut venir en classe ou il peut venir à distance aussi. Bon, vous pourrez me dire, l'enseignement primaire et secondaire, c'est peut-être pas possible d'être fait, mais c'est quand même une possibilité. Mais quand on parle de 4e niveau de flexibilité pour la prochaine image, mais là, on va parler vraiment de niveau de flexibilité totale. Donc, les étudiants choisissent de participer au cours en présence, à distance, à chaque semaine, donc selon leur humeur, selon leurs besoins, selon leur disponibilité. Et s'ils le font à distance, ils ont aussi la possibilité de le faire en distance synchrone ou en distance asynchrone sans être pénalisés. Donc, ça, c'est le 4e niveau de flexibilité. C'est ce que Brian Beatty appelle l'approche flexible ou le high flex. Et tout ça, pour nous, dans notre définition, c'est de l'enseignement comodal, c'est-à-dire pas bimodal. Si on se pose la question, est-ce que c'est bi ou co? Mais on a fait la recherche, c'est-à-dire si on utilise le terme bi selon l'Office québécois de la langue française, bien, bi, ça veut dire 2 fois. C'est comme si on répétait le cours. Alors que là, on n'est pas dans une situation comme ça se passe en même temps. Donc, selon nous, le terme co, qui veut dire avec, en même temps, selon l'Office québécois de la langue française. Donc, on est dans un enseignement ou une formation qui combine simultanément des modes en présentiel et à distance. Et c'est la définition que le ministère de l'Éducation utilise aussi là, sur leur site web aussi. Donc, pour nous, le comodal, c'est une activité qui combine simultanément mode de présentiel et à distance. Et cette partie à distance-là peut être synchrone ou asynchrone selon le cas. Voilà. C'est fantastique. J'aime beaucoup les précisions que ça amène sur les 4 modes, le dernier tableau. Mais aussi, je vois aussi une évolution au niveau individuel ou même pour une organisation, au niveau de la flexibilité qu'on donne, dans le fond, à l'étudiant, puis que ça exige également de la part de l'enseignant de gérer la flexibilité qu'on donne. Donc, ça amène beaucoup de clarté dans mon point de vue. Toi, est-ce que tu as eu la chance de vivre ça, de ton point de vue, le comodal ou de voir des gens en action le vivre? On est rendu où par rapport à ça, ces modes-là? Je sais qu'on va en parler dans d'autres questions tantôt, mais toi, dans ton expérience personnelle? Dans mon expérience, j'ai eu à le vivre, mais tu comprendras que l'Université TELUC, on a beaucoup de cours à distance, uniquement à distance, mais c'est arrivé quelques fois où j'ai eu quelques cours où on avait des étudiants en classe dans une salle de séminaire et des étudiants à distance aussi. Donc, on était dans une comodalité. Je vous dirais que c'est des formules à petits groupes. Donc, ce n'est pas beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup de formules séminaires. Mais on voyait qu'il y avait des défis. C'est-à-dire qu'il y a des défis de trouver le local, de permettre aux étudiants d'être branchés. Il y a des défis techniques, il y a des défis aussi pédagogiques. Comment on fait pour arriver à mettre tout le monde ensemble, à faire travailler tout le monde ensemble. Fait que, oui, j'ai eu à le vivre, mais je ne suis pas de ceux qui l'ont vécu à fond de train, là, je dirais. OK. Bien, merci pour ces précisions. Ça nous donne un beau langage commun, en tout cas, ou une façon peut-être commune de voir la comodalité ou l'enseignement comodal et non bimodal, comme tu dis, pour des raisons, le choix du préfixe, c'est important. Puis là, peut-être la prochaine question qu'on pourrait se poser pour les gens qui nous écoutent, puis France peut peut-être nous éclairer à ce côté-là, bien, pourquoi on ferait ça? Pourquoi on ferait de l'enseignement comodal? En quelques minutes, ce n'est pas facile d'y répondre. Serge nous a déjà parlé de défis. Moi, je vous dirais que j'ajouterai que nous sommes dignes d'être cascadeurs pédagogiques quand on s'aligne vers une pratique de comodalité. Alors, ceci, je vous dis, à petite bouchée, à petits pas, il faut se pratiquer. Alors, pourquoi en faire? Écoutez, le contexte dans lequel on se présente aujourd'hui avec Normand et Serge, c'est aussi que nous sommes en train d'effectuer une recherche pan-canadienne. Donc, certains des propos que je vais tenir dans ce qui suit, ça regroupe certains éléments de nos recensions de littérature, mais également
Le premier volet dont je vais vous parler dans les minutes qui viennent, ça concerne l'enseignement supérieur, mais je vais également aborder le secteur jeune. Oui, Okay. le défi, il est grand de ce côté-là aussi, mais disons Oui. qu'on va essayer de faire le topo des deux secteurs. Donc, mon Dieu, il y a beaucoup de raisons. Pourquoi faire la comodalité? C'est qu'en fait, il y a plusieurs avantages. Au début, on prend un pas de recul, mais dès qu'on plonge, il y a vraiment des avantages qui sont... Permettez-moi de commencer par les avantages au niveau des étudiants. Okay. La liste est quand même assez longue de ce qu'on peut cibler là, comme avantage. Alors, le comodal permet quand même de faire des expériences qui sont parfois individualisées en fonction des besoins des étudiants. Donc, ça nous amène aussi un autre type de flexibilité. Et là, je dis flexibilité dans le sens de conciliation. On entend toujours études-famille, mais cette fois-ci, on rajoute travail. Parce qu'à partir du moment où on peut être en comodalité, on a une certaine catégorie d'étudiants en enseignement supérieur qui, ayant le choix d'être en comodal ou en présence, je veux dire à distance ou à présence, ça leur permet de ne pas faire le déplacement, ça leur permet de suivre peut-être plus de cours, de s'inscrire même à temps plein. Et je crois, si mes dernières données les plus récentes sont bonnes, c'est qu'il y a eu un taux d'augmentation, une augmentation du taux d'inscription à temps plein. Pourquoi? Parce que l'horaire maintenant le permet grâce à la flexibilité de où je suis pour poursuivre la formation. Donc voilà, ça c'est un aspect important. On a aussi l'accès. C'est comme vraiment important ce que tu dis là pour le mettre en d'autres mots, c'est qu'il y a un enjeu financier pour l'étudiant. Oh, absolument. Ça lui permet de continuer à gagner sa vie et de préparer son prochain chapitre dans son parcours. Donc, c'est majeur comme Absolument. avantage. Des points qui sont grandement positifs. On parle aussi, en contexte toujours de comodalité, d'accès au matériel puis aux ressources en tout temps. Ça veut dire que l'étudiant qui a besoin de réécouter une portion, il peut l'écouter 3 fois là, parce qu'on permet aussi l'accès aux enregistrements. Donc, c'est l'accès au matériel dans un deuxième ou un troisième temps. Donc, ça aussi, c'est une accessibilité dans le fond, une accessibilité puis une réutilisabilité. Donc, voilà, ça, c'est vraiment mon coup de cœur, disons, quant aux avantages. Bon, OK, évidemment, ça peut faciliter la collaboration et de là, on a la technologie qui embarque dans ce volet. Mais là, allons-y pour les avantages pour les enseignants. Ils sont peut-être un petit peu moins nombreux, on dirait, ces temps-ci. Alors, c'est quand même concrètement, quand on est enseignant en comodal, ça nous donne un accès en temps réel pendant qu'on enseigne. On peut faire des rétroactions parce qu'on a simultanément l'accès aux résultats. Donc, tout de suite, on peut voir nos tableaux de bord, on peut voir le défilement, on peut voir Il y a toute cette interaction-là qui nous permet aussi de faire des rétroactions en temps réel. Donc, on peut battre le fer tandis qu'il est chaud, puis on est en constante présence d'une façon ou d'une autre. Ça nous permet ça du côté de l'enseignant. Et disons qu'on ne se cachera pas ici que nos Top Guns en comodalité là, ou nos Top Guns en formation à distance vont axer sur l'interactivité. Alors, si nos 211 auditeurs sont en train de prendre des notes, il y a un petit mot ici à retenir, c'est au niveau de l'interactivité. C'est un point gagnant. C'est un diamant dans nos outils en tant qu'enseignants. Bon, d'un autre côté, on a aussi notre recherche commune nous a permis là, de recueillir aussi certains avantages pour les établissements cette fois-ci. Donc, au niveau des focus group, là, que notre groupe de recherche, entre autres, Serge a travaillé avec une équipe là, pour aller faire des focus group et faire nommer qu'est-ce qui existe là, au niveau du Canada, quelle est la pratique actuelle, dans quel contexte on l'utilise. Alors, on a vu qu'il y a des éléments qui sont ressortis au niveau de la diversité des clientèles. Alors, ça répond à différentes clientèles. Ça permet aussi d'assurer une continuité. Continuité du cursus de sa formation parce qu'entre autres, pas seulement dans un contexte de pandémie, pas du tout. Ça peut être un cas de sport-études, un athlète, une maladie, un imprévu dans sa vie, bon, toutes sortes de circonstances. On peut parler de nos artistes, là, mais on peut aussi parler tout simplement de besoins dans des contextes qui sont spécifiques, à des besoins spécifiques. Et la comodalité permet vraiment la continuation sans interruption de la formation. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus là, qui est ressorti. Je vois, Marius, que tu te mords les lèvres. Là. Tu veux me poser une autre question? Ben, écoute, j'ai 32 questions. faudrait faire une mini-série. Oui. Juste une chose que tu as mentionnée, tu as parlé de type d'élève. Oui. Parce qu'on parle d'avantages pour l'élève, pour l'établissement, pour l'enseignant. Puis là, il m'est venu en tête profil d'apprenant. Puis je me dis, il y a peut-être un profil d'apprenant
en comodalité au niveau des besoins et les types de personnes. Ça répond aux besoins de types de personnes. Mais est-ce qu'il y a aussi un profil que vous êtes en train de découvrir? Ce que ça demande de l'étudiant pour bien réussir dans ce mode-là, s'ils choisissent d'être à distance dans ce mode d'enseignement-là? Est-ce que c'est quelque chose qui ressort ou qui est d'intérêt pour vous? Ça m'a amené là quand je t'ai entendu dire type. En fait, c'est un sujet de recherche qui va nous demander encore plusieurs études. Ce sont des beaux projets de recherche sur lesquels on pourrait se pencher. Alors, déjà, il y a des tendances, là, mais pas des tendances de nos résultats concrets tout de suite, là, mais je dirais des tendances qui se dessinent de par l'utilisation qu'on en fait. Et là, ça m'amène à vous parler un petit peu plus du secteur jeune. J'ai le goût de vous parler de ce qui se passe de ce côté-là. Oui. Parce que dans la dernière année, j'ai eu la chance d'être mandatée par le ministère de l'Éducation pour faire d'animer une communauté de pratique, puis on a pu en échanger là, des contextes et des clientèles. Donc, on en a discuté, j'en ai relevé quelques-unes. Là. Malheureusement, c'est tellement court que je vais y aller en portion réduite. Alors, il y a vraiment des besoins spécifiques qui se sont prononcés, là, qui ont émergé au niveau justement d'enfants qui ont des profils de santé plus spécifiques. Alors, on peut parler d'enfants qui ont des besoins particuliers parce qu'ils ont un côté d'anxiété. On peut parler de santé mentale. On peut parler de parcours atypiques aussi. Donc, les gens qui ont besoin de finir au secteur jeune un cours en particulier qui leur permet de faire le passage ou le pont vers l'enseignement supérieur, par exemple. Alors, on a toutes ces catégories de besoins qui sont en émergence présentement et auxquels la comodalité répond très bien. Donc, il y a aussi, on pourrait y aller, là, il y a la maladie, la douance, les athlètes, les artistes. Alors, il y en a une longue liste, mais là, pour aller du côté du profil, je pense que ça va nous demander des études supplémentaires, des projets de recherche. Ben, écoute, moi, je trouve ça fascinant ce que tu viens de décrire parce que dans le fond, ce que j'en comprends comme ancienne direction au secondaire, par exemple, c'est que ça nous permet de multiplier les itinéraires possibles pour que les jeunes puissent continuer leur parcours de vie et d'apprentissage. Et puis, ça élargit notre capacité de dispenser un enseignement là, à tous les niveaux. Donc, ça, je trouve ça vraiment avantageux qu'on ait accès à ça. Ce sont nos perspectives actuelles. Mais quand même, je pense qu'on peut... on aura beaucoup de choses à vous dire, mais je pense qu'on va continuer avec la prochaine question. Donc, la prochaine question, c'est, il s'en fait, j'imagine, du comodal, si on a ces renseignements-là, c'est parce qu'il s'en fait. Qu'est-ce qu'on découvre à ce sujet-là ou qu'est-ce que tu voulais nous partager à ce sujet-là sur ce qui est possible présentement, là où on est rendu, parce qu'on bâtit notre capacité à faire ça présentement? Il s'en fait du côté supérieur et du secteur jeune. Je vais laisser la parole à Serge pour l'enseignement supérieur. Oui. OK, excellent. Serge? France, tu peux parler du secteur jeune. Commence par là, vu que tu as déjà le micro, je te dirais, vas-y. Ça risque d'être long. Quand vous me laissez le micro comme ça, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, dans la dernière année, comme je vous disais, j'avais eu l'opportunité de faire une recherche action-formation dans laquelle les centres de services scolaires et les commissions scolaires anglophones ont été invités à participer. Donc, il y a eu une invitation qui a été lancée de la part du ministère de l'Éducation. De là, au secteur jaune, on avait eu, dans le fond, c'est un projet pilote qui a été mis en place dans la province. Et il y a quand même 8 centres de services scolaires qui se sont lancés et portés volontaires pour un projet pilote. De là, c'est de là que j'ai pu créer une communauté de pratique et mener à terme des observations pour des données dont je vais vous parler bientôt dans quelques minutes. Donc, il y a de ce côté-là cet avancement-là. Donc, oui, il s'en fait. Puis, pour l'année qui vient, et même présentement, certains ont commencé, le ministère va lancer une deuxième invitation aux centres de services scolaires et commissions scolaires anglophones s'ils étaient intéressés à participer à des projets de formation à distance plus largement. Et certains d'entre eux choisiront de la formation en comodalité. Donc, déjà en partant, il y a plus que 50 inscriptions de projets actuellement. Donc, moi, j'en profite tandis que vous me laissez le micro pour vous dire que si nous avons dans l'auditoire des personnes qui sont au secteur jeune, primaire, secondaire, et que vous voulez expérimenter la formation à distance, il est toujours temps de s'inscrire au projet, puis on pourra vous accompagner tout au long de l'année. Alors, voilà, Serge. Oui, merci, France. Maxime, je t'invite à partager le prochain tableau.
Dans le fond, comme France l'a mentionné, avec le REFAD, l'appel de projet, dans les dernières semaines, derniers mois, on a fait un questionnaire on a envoyé un questionnaire auprès de tous les districts scolaires et conseils scolaires hors Québec, parce que France a travaillé déjà avec les centres de services scolaires au Québec. Donc, les districts scolaires et conseils scolaires francophones. On n'a pas eu beaucoup de réponses et les quelques échanges qu'on a eus avec les directions éducatives là, ou les titres similaires nous montraient qu'ils ne s'en faisaient pas vraiment beaucoup. Donc, on pourrait dire que le secteur jeune, ce n'est pas vraiment utile. Présentement, c'est en déploiement, puis il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là si ça a à être déployé. Et dans la même lignée, on a aussi sondé les collèges, les cégeps au Québec et hors Québec, du côté francophone, uniquement francophone, à savoir est-ce qu'il se fait de l'enseignement comodal. Donc, on a eu, vous voyez, là, on a eu quand même des taux de réponse intéressants. Et ce qu'on constate, c'est que dans les collèges et universités, surtout au Québec, il s'en fait, regardez, 12 universités sur 14 qui nous ont répondu, qui font 91% de ces universités-là font de l'enseignement comodal. Donc, on pourrait dire que c'est en émergence en enseignement supérieur ou c'est en train de s'implanter. Est-ce que c'est un cours, des programmes complets ou est-ce que c'est plusieurs dizaines de cours? Ça, on n'a pas cette information, mais on peut voir que c'est en train d'être en émergence. Est-ce que c'était avant la pandémie? Dans certains cas, dans les focus group qu'on a fait, oui, il y avait des programmes qui se sont mis, des établissements qui se sont lancés dans le comodal avant la pandémie, mais est-ce que la pandémie est venue accélérer ça ou est-ce que c'est une façon de continuer à faire de la formation à distance d'une autre façon pour certains établissements? Bien, les questions se posent. Voilà. Merci beaucoup pour ce tableau-là. Ça met en lumière un petit peu... comment je dirais, ça amène du concret sur ce qui se fait présentement. Je ne pensais pas qu'il s'en faisait tant que ça. Je savais qu'il s'en faisait, mais c'est impressionnant à quel point c'est un mode en émergence. C'est quelque chose. Alors, France, veux-tu ajouter quelque chose? Certainement, j'ai beaucoup de choses à rajouter parce que oui, on est surpris qu'il s'en fait un petit peu plus qu'on l'on pensait, mais oui. Moi, j'ai déjà des résultats préliminaires à vous présenter. Donc, encore une fois, on va solliciter Maxime, là, notre maestro derrière notre table virtuelle, pour nous afficher disons, le Wi-Fi. Là, donc, c'est nos constats. Alors, ici, je peux déjà vous dire que dans la dernière année, comme je vous disais, j'ai accompagné un groupe d'enseignants et de conseillers pédagogiques. J'avais 17 participants, alors qui provenaient, disons, là, de 4 centres de services scolaires. Et déjà, les premiers résultats partiels et préliminaires de la recherche permettent de relever 19 constats dans le cadre de la recherche Action Formation. Et on les a rassemblés en 4 angles. Donc, d'où les 3 arcs là, du Wi-Fi et le central. Donc, je vous parle de l'extérieur du Wi-Fi jusque vers le centre. D'abord, le premier arc, oui, rendre accessibles les ressources technologiques et numériques aux apprenants. Bien sûr, c'est parce qu'on avait comme oublié dans notre urgence depuis les 2 dernières années les élèves et les étudiants. On s'était plongé à se dire, je veux être compétent, je veux savoir comment manipuler mes outils, je veux bien enseigner, je veux une qualité d'enseignement. On avait au départ omis de penser aux outils numériques des étudiants et des élèves. Donc, on s'est rattrapé depuis, mais quand même, c'est une première observation. Et dans la pratique émergente, je m'en vais au deuxième angle, parce que dans le fond, nos 19 constats de la dernière année, on les a regroupés en 4 catégories. Donc, la deuxième, c'est utiliser un environnement numérique d'apprentissage afin de centraliser nos pratiques. Pourquoi? Parce que dans un même établissement, on n'avait pas eu de concertation pour se dire, OK, moi, j'utilise la plateforme Moodle, moi, j'utilise l'autre plateforme et la Teams. Et là, on se retrouvait avec des étudiants ou des élèves qui avaient, par exemple, plusieurs agendas. Je veux dire, on multipliait et on rendait difficile, dans le fond, plus difficile à l'apprenant ces conditions d'apprentissage. Donc, la deuxième pratique émergente, ce serait vraiment de se centrer et de se concerter au niveau d'un établissement dans la mesure du possible pour centraliser nos interventions, nos actions puis notre façon d'enseigner pour regrouper tout ça dans un environnement d'apprentissage qui serait commun. Le troisième élément qui est ressorti dans nos résultats, c'est de placer l'apprenant au cœur des réflexions, mais pour qu'on y fasse des choix puis des décisions dans notre acte d'enseignant en comodalité, parce que là, tout se joue quand même sur l'élève, ses conditions. Je vais vous en parler de façon plus détaillée après parce que j'aurai un autre schéma à vous montrer, mais il faut prendre le temps de réfléchir à nos décisions en fonction des élèves, des apprenants ou des étudiants. Oui. Et tout ça dans un contexte où on doit renforcer la cohérence pédago-numérique.
oui, le mot cohérence est devenu très important parce que justement, cohérence dans nos outils, cohérence dans nos modalités, cohérence avec nos collègues ou cohérence à l'intérieur d'un environnement numérique d'apprentissage. Donc, toute la cohérence pédago-numérique en formation à distance et en comodalité est devenue vraiment prioritaire. Il faut s'y attarder si on tient à une qualité d'enseignement. De le rendre optimal. De tout ça, il est ressorti, je dirais, 3 diamants. Alors, les 3 diamants sont au bas de la page. Alors, en conclusion là, des résultats préliminaires, on s'est dit que la cohérence pédago-numérique en formation à distance, mais surtout là, dans ce cas-ci en comodalité, c'est vraiment de l'approfondir autant du côté des enseignants que des conseillers pédagogiques. Tout le monde en a eu à s'y mettre en ce sens. Voilà, donc je dis aussi pédago-numérique parce qu'on a souvent entendu, et on l'entend encore, puis c'est correct aussi, techno-pédagogique. Moi, je privilégie pédago-numérique parce que, dans le fond, c'est la priorité à la pédagogie et l'outil devient en soutien et non pas l'inverse. Donc, voilà, ça, c'est pour le premier diamant. Le deuxième, celui qui est central, c'est que la relation, le lien relationnel que l'on crée, qu'on maintient et que l'on doit renforcer par les interactions. Hein? Je vais vous rappeler tantôt notre diamant d'interaction très important. Alors, c'est auprès des apprenants qui sont en classe et en ligne. Ça contribue vraiment à créer aussi le sentiment de présence. Donc, l'interaction, la relation, c'est très, très important là, de le cibler. Il en va de ça aussi pour la qualité de l'apprentissage et de la formation. Donc, on mise interaction. Puis notre troisième diamant, encore au niveau de la cohérence pédago-numérique, elle repose sur les connaissances et la maîtrise des outils, bien sûr, parce qu'on doit maîtriser nos outils, en plus de nos connaissances, bien sûr, là, à la base, nos expertises que l'on veut transmettre, là, nos connaissances à transmettre, et tout ça au service de la pédagogie. Donc, pas l'inverse, comme je le disais tantôt. Donc, grosso modo, je vais demander à Maxime de passer au modèle que tout ça nous a amené, parce que dans la réflexion de la dernière recherche avec tous les constats, on s'est rendu compte qu'on parle souvent d'un alignement pédagogique. Hein? Souvent, vous regardez présentement l'élément central où est-ce qu'il y a le cadran bleu, là, il y a 4 éléments centraux, dont la cible d'apprentissage, la modalité, en troisième, la stratégie, puis les activités d'évaluation. Tout ça, c'est en interaction, ces 4 éléments centraux, et c'est là qu'on tente d'établir tout ça à l'intérieur d'un environnement numérique. C'est ce qui augmente la cohérence pédago-numérique. Donc, dans le fond, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les modèles qui étaient déjà existants, dans la recension de ce qui existe déjà, là, on voyait souvent la cohérence technopédagogique, ou en tout cas, on parlait de cohérence, mais on parlait surtout d'un alignement. Et dans l'alignement, on prenait toujours la cible d'apprentissage, la stratégie, puis l'évaluation, mais il nous manquait un élément essentiel en formation à distance, et ce sont les modalités. Donc, dans ce cas-ci, aujourd'hui, on parle de la comodalité, mais si on regarde, on va pointer, Maxime va nous pointer les modalités de la FAD, c'est l'élément qui nous manquait. Donc, dans notre 4 en bleu, là, modalité de la FAD, c'est lui qui nous manquait parce qu'on n'a pas le choix que d'en tenir compte. Est-ce qu'on est en comodal, en hybridité, en 100% synchrone, asynchrone, bimodal? Mais là, ça devient essentiel de se centrer sur cet élément-là pour ajuster et d'être cohérent dans toutes les autres actions. Donc, pour utiliser les fonctionnalités de l'environnement numérique d'apprentissage, il faut vraiment aller de façon optimum. Ça va nous permettre de centraliser nos actions. Donc, voilà, grosso modo. Alors, tout ça, vous le retrouverez. Je pourrais un petit peu plus tard mettre dans le clavardage le lien vers le rapport de recherche préliminaire qui est déjà publié au ministère de l'Éducation. Et vous trouverez ces éléments-là là, dans les 3 dernières pages du rapport. Alors, ça peut être un outil pour vous tous. Voilà. Je pense que c'est un petit bijou, ces visuels-là. Ça nous aide à s'organiser, à prévoir d'un niveau organisationnel, mais individuel également. Qu'est-ce que ça prend pour que ça marche? J'invite les gens qui nous écoutent à noter leurs questions, à les poser dans le clavardage. On va y revenir parce que moi, j'en ai 32 en tête, juste en voyant tes visuels et aussi des commentaires. Mais je veux laisser de la place à vous et je sais que Normand veut nous présenter des choses parce que là, on est peut-être rendu à la portion qui est OK, comment je fais ça? Comment ça se fait? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça implique, Normand, quand on vous enseigne dans cette co-modalité-là en tant qu'enseignant? Qu'on soit, toi, tu es au poste secondaire, niveau supérieur, mais qu'on soit au secteur jeune ou autre, je suis certain qu'il y a des choses qui reviennent dans l'approche, puis ce que ça implique, les incidences sur nos pratiques. Oui, bien en fait,
France, je te rassure, ton rapport a été partagé dans le clavardage déjà. Il y a beaucoup d'actions dans le clavardage, puis comme on le pensait, ça soulève les passions quand même, là. C'est-à-dire que c'est très polarisant, pareil. On a commencé en présentant les avantages, et évidemment, tous les enjeux sont ressortis dans le clavardage l'un après l'autre, en fait, parce qu'ils sont nombreux. Donc, je joue le rôle un peu du grincheux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement, mais qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique un bon nombre d'enjeux, hein. Tu sais, si je résume en 3 grands mots-clés, le matériel, la préparation, la gestion. Et là, ce que je présente comme grand point ici, bien, ça vient, oui, de toute la revue de la littérature qu'on a fait, effectivement. Là, on a fait une revue de la littérature pour savoir quels ont été les enjeux qui ont été identifiés. J'ai fait du comodal à titre d'enseignant à l'université, j'en ai fait. Et je l'ai vécu, ou entre guillemets, subi, avec ma petite fille de 9 ans également. Donc, pendant 2 semaines, avoir du comodal pour les raisons que tout le monde a probablement déjà vécu, l'isolement à la maison. Donc, j'ai eu les 3 facettes. Et ce qu'on a vu dans le clavardage, là, vous avez raison, là, les points qui sont nommés dans le clavardage, vous n'avez pas tort. Je ne dis pas qu'on a toutes les pistes de solutions, mais le matériel reste un enjeu. C'est-à-dire qu'un des auteurs qui s'appelle McGovern et Barnes, ce qu'ils disent, puis je trouve ça intéressant de la façon qu'ils le disent, l'expérience d'apprentissage devrait être la même à distance qu'en présence. Donc, la qualité du son, la qualité de l'image. Parce qu'effectivement, si celui à distance n'a pas la même qualité audio, ça devient difficile, il n'entend pas bien, le prof est trop loin. Donc, le matériel va jouer un rôle dans les 2 sens parce que, d'un côté, si l'enseignant n'est pas capable d'envoyer son message de façon efficace aux jeunes, et de l'autre, si le jeune n'est pas capable de poser sa question, ça reste un enjeu. Donc, on va vous produire un guide, en fait, bientôt, ce qui va avoir différents modèles pour l'agencement du matériel. Il y a vraiment plein de solutions. Dans le clavardage, là, il y a une Geneviève, là, pour ne pas la nommer, qui partageait justement que, ben, eux, il y avait une classe dédiée à ça, avec des écrans en avant, en arrière, un micro dans la salle, et que ça fonctionnait. Donc, le matériel, ça reste un enjeu bien documenté. On ne se le cachera pas. La qualité du son, c'est un enjeu d'écouter son prof, puis que s'il y a du bruit autour de la classe. Et c'est pas la même chose une classe au collégial versus une classe de petits choux en première année du primaire où il y a du bruit, ça bouge, et que là, ben, le micro capte tout le bruit. La préparation, ben oui, c'est de la préparation de plus pour l'enseignant et pour les apprenants aussi. Parce qu'effectivement, le cours que j'ai prévu à faire en classe, ben, j'ai peut-être du matériel à donner, j'ai peut-être un petit ajustement de faire à la dernière minute, mais celui à distance, il doit avoir le même matériel, il doit avoir le même accès aux ressources. Donc, cette préparation-là, même pour l'apprenant qui doit arriver à son cours, il ne peut pas arriver 1 minute avant puis penser que tout va se passer bien. Il doit s'asseoir quelques minutes avant, s'assurer qu'il y a le lien Zoom ou le lien Teams, que son micro est là, que son document est ouvert, y a-t-il besoin d'une feuille imprimée ou pas. Donc, cette préparation-là, elle est vraie pour l'enseignant, mais elle est vraie pour l'apprenant aussi, alors qu'on a peut-être pris l'habitude d'arriver à minuit moins 1 à nos rencontres maintenant parce qu'on est à la maison. Mais cette préparation-là qui est en ligne est nécessaire en comodalité, là. Elle ne disparaît pas. Et la gestion, et ça a ressorti dans le clavardage vraiment rapidement, cette notion-là de gestion, elle est vraie aussi pour l'enseignant que pour l'apprenant de façon surprenante dans la littérature scientifique. Du côté de la gestion, on parle de surcharge cognitive pour l'enseignant. C'est le terme qu'on utilise dans la littérature scientifique, c'est-à-dire qu'effectivement, de coordonner des activités en classe et à distance, ça demande quand même de devoir interagir avec 3 personnes à distance, que peut-être un a une question à poser, mais que j'ai ma classe, comment je fais pour réagir avec les deux. Donc, ce qu'on revoit dans la littérature un peu, c'est qu'on nomme ça comme une surcharge cognitive parce que je dois me concentrer sur peut-être le petit Benoît qui a une question dans le fond de la classe, mais j'ai aussi quelqu'un en ligne qui a un élément, puis que son document, il n'a pas réussi à l'ouvrir, il n'a pas téléchargé le bon document et des choses comme ça. Du côté de l'apprenant, on parle aussi de surcharge cognitive parce que là, effectivement, il y a un clavardage. Il y a la vidéo de la prof, il y a peut-être les vidéos des autres. Puis, on ne se le cachera pas, il est sur son ordinateur, il y a peut-être d'autres éléments qui est en train de le déconcentrer. Donc, lui-même peut être en surcharge parce que ce n'est pas une façon de faire qui est habitué de travailler. Donc, je ne sais pas, je commençais en disant que j'étais un peu le grincheux parce qu'effectivement, il y a quand même de nombreux enjeux par rapport au matériel, à la préparation, à la gestion. Ce qu'on voit dans la documentation quand même, c'est qu'on a plusieurs façons de répondre à ces enjeux-là chez les plus vieux. On en a beaucoup moins chez les plus jeunes. Il y a moins de littérature chez les plus jeunes. On est plus en train d'apprendre au fur et à mesure puis à se poser la question. Et je l'ai vu même dans le clavardage. Est-ce que c'est pas mieux de faire juste de la formation à distance bien organisée que de faire de la comodalité?
Et la question, elle est intéressante parce qu'effectivement, certains auteurs suggèrent que la comodalité, dans le fond, on devrait d'abord penser à la distance en premier puis le faire devenir de la comodalité plutôt que de penser à la présence. C'est-à-dire que comment on réfléchit notre cours de comodal, c'est d'abord de le penser à distance pour le rendre en comodal et non pas de penser à notre présence pour le transformer en comodal. Donc, on ne part pas du même point, en fait. Et pour vrai, je souris en regardant le clavardage parce qu'il y a des expériences très positives et il y en a d'autres qui sont donc très critiques également. Et là, je demande, vous êtes à quel niveau? C'est quoi le contexte? Mais c'est ce qu'on voit vraiment dans la littérature. Donc, matériel, la gestion du matériel, là, comment je vais gérer la caméra, les micros, sur la distance. Et les implications pour les élèves, bien, c'est sûr que ça demande de réorganiser leur horaire un peu autrement. Donc, il y a des auteurs qui parlent d'anxiété, de défis pour la gestion du temps puis des travaux parce que ben là, le prof a demandé quelque chose, j'ai-tu fini à temps? Puis là, il a l'impression d'être en décalage de la classe. Donc, c'est sûr qu'il faut penser à tout ça. L'autonomie, hein? L'autonomie des apprenants va jouer un grand rôle là-dedans. Donc, c'est pour ça que ce qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est que ben, en enseignement supérieur, ça fonctionne beaucoup mieux. Puis après ça, ben, moins il y a d'autonomie chez l'élève, plus ça demande l'implication de l'enseignant pour s'assurer de combler un peu ce manque d'autonomie-là. Donc, c'est un peu ça, si je pouvais parler des enjeux documentés. Puis là, après ça, on va se lancer dans les pistes de solutions. Là, je vous entends déjà me dire, oh là là, il y a une tonne d'enjeux. Est-ce qu'on a des solutions peut-être à ça? Mais je pense qu'on en a. Mais donc, à ta question, Marius, t'a posé au départ, qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique du matériel, de la préparation puis de la gestion. Ça, c'est sûr que ça, c'est les éléments qu'on retrouve dans la littérature scientifique, dans les témoignages et sur le terrain. C'est les éléments qu'on retrouve. Si tu me laisses rebondir sur ce que tu viens de nous présenter, je trouve ça vraiment intéressant dans ta façon de le présenter. Et quand je t'écoutais parler de la réalité de l'enseignant, on est un concepteur pédagogique, mais à partir de l'expérience à distance d'abord. Ça, j'ai accroché à ça. Donc, je pense d'abord aux gens à distance et ce que ça implique pour eux et ensuite pour moi, parce que je suis l'expert de contenu par après, mais je suis aussi, si j'ai compris ce que tu as dit, je suis aussi le réalisateur de ce qui va se passer à l'écran des gens à distance. Puis je dois aussi avoir des outils. Tantôt, France, tu as mentionné mon tableau de bord, puis je pensais au cockpit d'un pilote d'avion. J'ai besoin d'avoir accès à mes élèves ou mes étudiants de cette façon-là, puis être capable de réagir en temps réel, puis d'entretenir une genre de connexion, là, d'entretenir peut-être l'illusion de la présence là, ou de la connexion humaine à travers tout ça. Donc, oui, ça implique plein de choses, là, puis c'est vraiment intéressant par rapport à ça, l'expérience étudiant, puis ce que ça implique pour l'enseignant. Voulais-tu nous parler des enjeux des établissements? Normand, est-ce que c'est le moment où... Oui, en fait, je vois le temps passer. En fait, j'aimerais qu'on soit un peu plus positif, donc on irait peut-être vers les trucs. Je vois le temps passer. Il y en a des enjeux institutionnels, en fait, par rapport à l'administration, ces choses-là. Je m'y attarde un peu moins. Il y a quand même moins de littérature là-dessus parce qu'on n'est peut-être pas... Tu sais, je dirais qu'avec le temps qui reste, on est déjà à 12h40, donc si on veut avoir une discussion dans 5 minutes, j'aimerais bien qu'on partage au moins quelques pistes de solutions. Puis aller lire dans le clavardage, je vais copier-coller. Puis oui, ceux qui ont demandé les références, on va sortir un guide à la REFAD là, avec toutes les références, des métasynthèses, des méthodologies. Donc, il y a un petit peu de tout que vous allez retrouver là-dedans. Donc, inquiétez-vous pas, on va vous en partager des références. Là. C'est pas... OK. Donc, on tombe dans ce qui est possible puis dans ce qu'on sait qui peut fonctionner, trucs, astuces, stratégies. Je ne sais pas qui veut commencer entre France et Serge, mais je vous laisse prendre la balle au bon. Comment on fait ça? Qu'est-ce qui marche là? Je me lance avec quelques éléments, mais je serai succincte justement pour qu'on garde un espace à la discussion. En fait, quand on regarde un premier élément, je vous dirais qu'au niveau de l'implication générale, là, on doit multiplier les possibilités d'interaction. OK, concrètement, comment ça se passe? C'est ça. Et là, certains vont dire, oui, mais je le faisais déjà en présence. Bien, tout à fait. C'est juste qu'il faut l'ajuster, il faut l'adapter. Donc, tout n'est pas changé dans l'enseignement, là, mais il y a une adaptation, une transition à faire. Donc, de ce côté-là. Et quand on dit, encore une fois, le petit diamant, c'est de multiplier les interactions, le nombre de fois qu'on a la possibilité de le faire, et pas seulement le professeur, l'enseignant avec l'étudiant, l'élève, mais également entre les élèves entre eux, mais également ceux qui sont à la maison et ceux qui sont en classe. Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Et là, pour devenir le cascadeur, ça demande de la pratique, ça demande du temps et il faut l'essayer, il faut plonger un jour et il faut se donner droit à l'erreur. Ça, on ne le dira jamais assez. Wow. Donnons-nous le droit à l'erreur. Est-ce qu'on peut se tromper? On peut se tromper d'affichage, on peut se tromper pour l'interruption du son.
Puis après, allons-y graduellement. Donc, il y a aussi prévoir une variété d'animations. Mais ça, on le pense encore aussi dans notre pédagogie en présence. On va varier des quiz, des équipes, des travaux en exercice, le rythme du cours ou de la formation qu'on veut donner. Et là, quand on est en comodal, bien, il faut juste tout simplement l'adapter parce qu'il faut varier. Enfin, il faut varier. On le sait qu'au niveau de l'attention, tout ça, notre capacité d'attention puis de rétention, il y a des moyens à prendre, mais c'est une question d'ajustement, une question d'adaptation. Mais autant pour les élèves étudiants que les formateurs. Donc, il y a aussi de rendre disponible. Concrètement, ça veut dire aussi de rendre disponible après coup les enregistrements pour ceux qui vont revenir, comme on disait tantôt, l'accessibilité. Et aussi, bon, il faut aussi prévoir des endroits de communication. À partir du moment où ce ne sera pas en temps réel mode synchrone, si je le veux en asynchrone, mais je me dois quand même, dans un cours comodal, de prévoir, par exemple, des forums de discussion qui seront en mode asynchrone, que ce soit pour entre eux, l'entraide entre eux, ou que ce soit des travaux collaboratifs. Bon, là, il y a toutes sortes d'autres outils pour la télécollaboration, mais quand même, le forum nous permet de communiquer et aussi de répondre aux questions aux gens qui seront venus suivre la formation dans un autre moment. Donc, tout ça, en fait, c'est de mettre en commun le matériel, parce que Normand nous en a parlé aussi, là, de mettre en commun le matériel qu'on utilise pendant le comodal pour ceux qui sont à la maison. Et on l'a souligné vraiment, là, la préparation, la gestion de la préparation et des documents et tout ça. Alors, il faut rendre commun tout ça pour le rendre accessible à tous, peu importe où ils étaient et quand ils étaient. Donc, voilà pour moi. Je relance la balle à Serge. Merci, France. Oui, merci, France. Maxime, si tu veux afficher, prochaine. Voilà. Donc, effectivement, on parlait d'éléments pour la mise en place d'enseignement comodal. Vous avez, là, je vous présente un schéma là, que ce n'est pas la salle idéale, c'est comme une salle de ce qu'il faut considérer, là. Donc, sur le plan de l'équipement, Norman l'a parlé tout à l'heure, un établissement qui veut faire du comodal, il faut qu'il se dote de salles qui peuvent avoir des formes différentes et tout, mais il faut considérer qu'il va falloir, dans la classe, avoir des écrans, une ou plusieurs caméras. Si on met plus qu'une caméra, peut-être qu'il va falloir un rôle de régie, microphone fixe, pivotant, là, les hiboux qu'on entend parler, des haut-parleurs. Donc, il y a des éléments techniques aussi. Mais il faut aussi que la classe, l'enseignant utilise en ligne une plateforme de communication synchrone, Zoom, WebEx et compagnie. Site web de cours, comme France l'a parlé tout à l'heure, pour déposer le matériel, mettre en place des outils de communication asynchrone, des liens vers des ressources pour travailler aussi. Donc, si vous utilisez un Kahoot, un WooClap et compagnie, il faut que ça soit à un endroit quelque part. Donc, souvent, ça va se retrouver sur le site web de cours. On va mettre ça là à la séance X en avance comme ça. Les étudiants à distance doivent être équipés aussi d'un ordinateur, je dirais, et non pas d'une tablette ou d'un cellulaire, parce que suivre un cours à distance sur une tablette ou un cellulaire, s'il faut que tu travailles sur plusieurs fenêtres en même temps, il y a peut-être des difficultés, là. Donc, ça prend nécessairement un portable ou un ordinateur. Il faut que l'étudiant ait une caméra micro. Et l'étudiant en classe, on voit aussi qu'il faudrait que les étudiants en classe aient aussi un ordinateur ou un portable pour être capable d'interagir avec les étudiants à distance, avec les canaux de communication qui ne sont pas nécessairement la visioconférence tout de suite. Ça peut être le clavardage, ça pourrait être travailler sur les documents collaboratifs. Donc, voyez-vous, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est tous des paramètres avec lesquels on doit considérer quand on veut faire de l'enseignement comodal. Si on prend la prochaine. Voilà, bien ça, on l'a déjà dit. On doit revoir le design d'un cours. On ne peut pas partir d'un cours à distance puis dire tout d'un coup, je le fais en comodal. On ne peut pas partir d'un cours en présence puis dire tout d'un coup, je le fais en comodal. Il doit y avoir une réflexion qui se fait avec ça. Et aussi, il doit y avoir une préparation pour éviter la charge cognitive, affective et sociale. Il doit y avoir une préparation du côté de l'enseignant. Donc, si on va à la prochaine diapo rapidement, bien, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette magique, sauf que ce qu'on voit dans la littérature, ce qu'on voit dans ce qui est les partages de pratiques dans les sites des institutions d'accompagnement, il y a quand même des morceaux fondamentaux ou transversaux, appelons-le comme ça. Donc, les principes de Beatty qui disent d'offrir le choix à l'apprenant, d'avoir l'équivalence des activités entre présence et distance, une réutilisation du matériel et une accessibilité dans le matériel. Et là, le point 3 et le point 4, des fois, ça fait allumer des lumières pour les gens qui disent « Ah, on pourrait peut-être faire du comodal, profiter du comodal pour utiliser les principes
la CUA, là, la conception universelle d'apprentissage. Donc, ça résonne avec ces gens-là aussi de ce côté-là, mais il faut penser aussi au principe d'équivalence. Donc, on peut se poser la question, si on fait juste un enregistrement d'une séance synchrone, puis on rend ça disponible, est-ce que c'est équivalent aux étudiants qui voudraient le suivre en asynchrone comme ça? Donc, il faut revoir tout ça. Il faut revoir la planification des séances. Et là, on peut revoir tous les choix de stratégies pédagogiques. Et ce qu'on voit dans la littérature, c'est que toutes les approches pédagogiques sont possibles en comodal. On n'a pas vu qu'il était à privilégier, mais toutes les approches sont bonnes. Mais il faut quand même considérer des contraintes de certaines limites de certaines approches. Il faut miser sur le travail collaboratif pour avoir non pas des étudiants en présence et des étudiants à distance, mais des étudiants qui sont dans un cours dont certains sont en présence et à distance. Donc, on met sur le travail collaboratif et aussi prévoir un plan B parce que ça arrive des problèmes techniques. Les évaluations, ce que les gens disent, miser sur des évaluations à distance, comme si on était dans un cours à distance. Il faut scénariser l'encadrement et le soutien. Donc, il faut voir où est-ce qu'on intervient comme enseignant. Puis, il faut planifier le travail d'un assistant s'il y a un assistant aussi. Pourquoi on fait tout ça? Bien, c'est pour minimiser les risques de désengagement des étudiants à distance, les frustrations de leur part, diminuer la surcharge cognitive de l'enseignant au moment où il fait sa prestation. Puis, il faut aussi prévoir les problèmes techniques aussi. Ça paraît simpliste, mais il y a plein de choses qui découlent de tous ces grands principes-là ou de ces grands éléments-là. Si on s'en va vers le secteur des jeunes, prochaine diapo, il y a une chose qui est intéressante, c'est que vous allez voir au Récit national de la formation à distance, ils ont développé, eux, ils parlent de présence distance, ils ont développé 12 ou 13 fiches de mémoire et il y en a une, entre autres, sur les stratégies d'enseignement efficace en comodal. Donc, ceux qui disent qu'est-ce qu'on peut faire comme activité lorsqu'on enseigne en comodal, donc on est dans cette logique-là. Et je vous partage à l'instant, dans le clavardage, le FADIA a aussi fait un beau géniali qui s'appelle « Conjuguer présence et distance » et qui reprend des principes qui vont aider en formation des jeunes. Donc, ce n'est pas toujours possible de tout revoir le design d'un cours, sauf qu'il y a des façons de faire du comodal dans les contraintes ou dans les limites qu'on peut faire lorsqu'on est en formation générale des jeunes, donc au primaire et au secondaire. Donc voilà, il y a beaucoup de ressources et comme ça a été mentionné quelques fois, on en a répertorié beaucoup, puis on est en train, dans le guide qui va être publié à la fin du mois de mars pour REFAD, sur le comodal, bien, on va avoir des grandes lignes directrices qui vont aider dans ce sens-là. Voilà. Wow! Je vous rappelle que c'est une mini-série de 22 épisodes. Mais écoute, Marius, on pourrait passer l'après-midi au complet, prendre chacun de ces points-là. C'est tellement riche, c'est tellement effervescent, ça conjugue la présence, la distance. Il y a des forces de la formation à distance qu'on peut utiliser, il y a des forces du présentiel, mais il faut garder en tête que ce n'est pas juste un système qu'on allume, puis tout d'un coup, tout fonctionne. Ceux qui ont cette approche-là, bien, ça amène des frustrations chez les étudiants, ça amène des frustrations chez les enseignants, ça amène des frustrations. Il y a beaucoup de risques. Donc, il faut le voir comme ça là, aussi. Même, il y a des gens qui disent qu'il faut partir d'un cours à distance pour s'en aller vers un cours comodal. Il y en a qui disent si tu le penses comme ça, tu t'évites un certain nombre de problèmes. Donc, on part d'un cours à distance synchrone ou asynchrone, puis on s'en va vers le comodal plutôt que de faire l'inverse. Comme ça, ça prend plus de temps à préparer, mais ça évite un paquet d'écueils aussi, d'une certaine façon. OK. Et tout ça, on est capable de dire ça parce qu'on a défini ensemble ce que c'est. France nous a dit qu'il s'en fait. Puis il y a quand même des beaux bijoux qui ressortent de tout ça. On l'a vu dans les tableaux que tu viens de présenter, Serge. Norman nous a parlé un peu de ce que ça implique. Ça demande une planification qui est différente. Ça demande de penser, comme tu dis, distance avant présence. Il y a plein d'enjeux à ce niveau-là. Puis je me mets dans la peau des gens qui ont pris leur dîner pour jaser avec nous. Il reste 10 minutes. Je m'en voudrais pour leur donner la parole. Il y a plein de choses qu'on aurait voulu aborder. Mais je pense que si vous êtes d'accord, je passerai le micro aux organisateurs de la semaine de la FAD, Maxime et l'équipe qui gérait le clavardage, qui déboule encore. Est-ce qu'il y a des questions des participants que vous avez relevées et qu'on voudrait peut-être relancer à nos panélistes de ce midi-là? Quelle richesse! C'est un panel incroyable. Hein? Je vous avais prévenu d'emblée que ça allait être tout feu, tout flamme. Ça l'a été avec les panélistes, ça l'a été aussi dans le clavardage, réellement. Puis merci aux panélistes d'avoir pris le temps au fur et à mesure d'écrire les réponses dans le clavardage. Donc, plusieurs de ces questions ont déjà été répondues. Pour ceux et celles qui se demandaient, parce que je le sais, vous ne pouvez pas faire du copier-coller avec le clavardage, mais on va vous donner la possibilité d'avoir le document, un fichier texte avec
tous les liens qui ont été partagés, on va mettre ça avec l'enregistrement sur le site de fadio.net dans la section du panel du mercredi midi. Donc, ça va être une bonne chose de régler parce qu'on s'est fait demander souvent ça. Il y a juste nous, les panélistes, qui pouvons finalement faire ce copier-coller-là. Donc, ça va être une bonne idée, puis ça va donner accès à tous et à toutes. Deuxième chose qui est revenue aussi dans le chat, mes amis panélistes, on vous demande si c'est possible d'avoir accès à vos présentations support visuel. Est-ce que vous permettez que Fadio les partage? Absolument. Oui, absolument. C'est une richesse. Ce sont des petits outils, des petits bijoux qui sont concrets, qu'on place à côté de nous et ça nous aide à se structurer. Donc oui, c'est vraiment une bonne idée. Moi, si vous permettez, je rajouterais qu'il y a également toute une formation d'introduction qui a été créée du côté de l'UQTR en collaboration justement avec l'équipe du Récifad, l'équipe d'Étienne Roy aussi. Donc, il y a une formation, je ne sais pas si quelqu'un peut l'écrire dans le clavardage, mais c'est vraiment au niveau de l'UQTR.ca Comodal. Donc, c'est une formation pour s'initier. Donc, j'ai vu passer quelques questions dans lesquelles vous auriez des réponses. C'est une formation gratuite qui est offerte aussi. OK. Merci, France. J'ai une question précise qui a été posée par Christelle Gilbert. Pour la formation générale des jeunes, est-ce qu'une école à distance bien orchestrée ne serait-elle pas plus bénéfique que l'enseignement en comodalité? Avez-vous une partie de réponse, messieurs, mesdames? Peut-être que durant la prochaine année, comme je disais tantôt, le ministère a relancé l'invitation aux écoles à participer et à venir expérimenter des situations de formation à distance. Et je crois que ce projet d'innovation qui va être sous la loupe d'un groupe de chercheurs et aussi du ministère, on pourra aller plus loin sur ça. Présentement, je ne connais pas une école primaire qui fait 100% à la distance, mais vous savez, il y a toujours, dans les dernières études de ce qu'on avait recensé, qu'il y avait toute l'importance du lien affectif et du sentiment de présence. Et on a valorisé, même du côté des États-Unis et de l'Europe aussi, ce qu'on appelait l'hybridité, d'avoir cette portion où est-ce qu'on a le contact physique et en complémentarité. Alors, ça donnait de beaux résultats. Par contre, spécifique aux primaires, mais je crois qu'on va l'expérimenter dans la prochaine année. Il y a des projets pilotes, comme on vous disait, qui se sont mis en branle. Et moi, j'invite vraiment les écoles à s'inscrire pour venir parce que vous aurez de l'accompagnement. Le ministère nous offre de l'accompagnement. Et coup de chapeau à notre ministère qui a pensé d'offrir, dans le fond, ce réseau d'entraide. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qui est ressorti dans la littérature, le réseau d'entraide. Donc, on l'aura dans la prochaine année. Donc, pourquoi pas... Donc, voilà. C'est la réponse que j'ai pour le moment. Si je peux ajouter à ça, Maxime, ce qui me vient à l'esprit avec ce que France vient de dire, quand j'écoute la question de la participante, comme gestionnaire d'établissement, moi, la question que je me poserais, c'est comment j'arrive à décider quel mode d'enseignement je veux offrir à ma clientèle. Puis si je suis père de famille, je me pose la question, comment je fais pour choisir le mode d'enseignement qui va répondre aux besoins de mon enfant, ou si je suis étudiant, à mes besoins comme apprenant. Puis je me dis, ce que France dit qui s'en vient, ça va sûrement éclairer, donner des réponses à ces questions-là. Mais en fait, c'est exactement la lignée de la démarche dans laquelle on emboîte présentement au niveau du secteur jeune, c'est qu'on regarde à quel besoin ça répond, quelle clientèle, quel type, quel profil. Et justement, ça répondra aussi à quel besoin des établissements et quel besoin du parent. Parce que du côté du parent aussi, ils ont aussi besoin à la maison d'accompagnement. Le parent n'a pas nécessairement tout le nécessaire pour faire l'enseignement. Justement, il y a de l'enseignement à distance, mais lui aussi, comment on supporte le parent. Donc, toutes ces lunettes-là qu'on voudra faire, tous les zooms qu'on voudra faire, c'est une belle opportunité là, avec les projets d'innovation qui sont lancés dans le volet, justement, le volet innovation qui se met en branle présentement. Mais c'est comme si on était dans le feu de l'action, puis on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui, mais on est vraiment dans le début là, des projets. En parlant... En 30 secondes pour répondre à ta question, mais la recherche en formation à distance, il s'en fait depuis longtemps. Sur la comodalité, c'est quand même beaucoup plus récent. Là. Donc, sur une fenêtre de temps d'expérience, c'est sûr que pour dire est-ce qu'il vaut mieux faire de la formation à distance bien encadrée? Bien, on l'étudie depuis plus longtemps. On sait les conditions de succès, on sait comment ça fonctionne. Je dirais que la réponse simple à ça, c'est avec la connaissance actuelle, c'est sûr que la formation à distance, on en connaît beaucoup plus, on est plus structuré, plus organisé. Mais en même temps, il y a des besoins particuliers. J'ai vu le sport-études qui est sorti dans le clavardage où on veut vivre la classe en même temps. Je crois qu'il y a des contextes qu'on peut identifier ça pourrait être utile,
mais encore faut-il bien les comprendre. Fait qu'il y a peut-être des petits enjeux. Ça reste à approfondir. Donc, la réponse n'est pas si claire que ça pour moi dans ma tête en ce moment, aujourd'hui, parce qu'on n'en sait peut-être pas assez sur la comodalité, mais je dirais qu'on en sait beaucoup sur la formation à distance. Donc, clairement, il y a des enjeux, mais l'expérience de terrain, puis les témoignages nous le disent en clavardage, ça fonctionne pour certaines personnes dans certains contextes. Il y a des gens qui ont nommé justement le sport-études, que l'étudiant il est ailleurs, mais il peut suivre sa classe, puis il a l'impression d'être avec eux, puis ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui est la meilleure solution aujourd'hui? On en connaît plus sur la formation à distance que sur la comodalité. Je pense qu'on est allé au tournant d'en connaître plus sur la comodalité, puis avoir des meilleurs dispositifs commodo, en fait. Ouais. Oui, puis je ferai du pouce sur ce que mes deux collègues ont dit aussi, c'est la formation à distance au primaire, au secondaire, il s'en fait en dehors du Québec depuis longtemps aussi. Donc, il y a des bonnes pratiques qui ont été développées là. Il y a des études qui montrent que sur le long terme, notamment au niveau primaire, c'est peut-être pas une bonne chose. Mais dans un contexte de pandémie, une situation précise ou comme Normand l'a dit, il y a peut-être des contextes que ça peut être mis en place puis de la bonne façon. Et non pas juste de façon généralisée, mais peut-être qu'au secondaire, il y a peut-être un peu plus d'ouverture, un peu plus d'autonomie du côté des étudiants. Il y a des possibilités de faire de la formation à distance et de faire de la bonne formation à distance. Est-ce que cette formation à distance-là peut être transformée en comodale dans certains contextes, dans certaines situations? La question se pose. C'est une bonne idée aussi. Mais comme spécialiste en formation à distance, j'ai un parti pris pour la formation à distance, mais une fois ça dit, je veux dire, la comodalité peut être une façon de tirer à améliorer la formation à distance aussi. Donc, tout ça est sur la table. Il y a des pistes d'exploration à faire. Il y a des pistes de recherche énormément de recherche à faire aussi. Voilà. Pour moi, c'est peut-être une évolution ou un quatrième mode de formation qui est en pleine construction présentement. Je rajouterais qu'il y a des pistes complémentaires qui sont publiées de semaine en semaine dans la collection Formation à distance aux presses de l'Université du Québec. Alors, on a plusieurs auteurs, autant praticiens que chercheurs, qui publient dans la collection. Et ça, c'est souvent des pistes, des pistes de réflexion, mais des pistes concrètes aussi. Monsieur Laflamme, est-ce qu'on a le temps de laisser nos panélistes en 30 secondes, une minute, peut-être un petit mot de la fin pour boucler la boucle, parce que je sens qu'on pourrait décoller pour une autre 3 heures. On a des choses à se dire, mais pour donner la permission peut-être aux gens qui sont là, qui vont retourner au travail peut-être à 13 heures, puis c'est minuté, là. Je ne sais pas qui voudrait commencer, si on y va avec France pour commencer. Message de la fin. Oh là là, mon Dieu. À petits pas, hein, on ne peut pas devenir cascadeur du jour au lendemain. Donc, allons-y avec quelques outils. Aussi, essayons d'équilibrer l'utilisation des outils. Pas trop, un peu, les maîtriser et plonger. Yes, plonger. C'est la seule façon de bâtir l'expertise. Normand, de ton côté? Bien, en fait, je pense qu'on le fait en urgence, on le fait parce qu'on en avait besoin. En fait, c'est ce qu'on a vécu durant les dernières années comme un paquet d'affaires. Un pas de recul. Le système éducatif l'a tenu à bout de bras, la comodalité. En fait, on l'a fait parce qu'on voulait que les jeunes continuent à apprendre. On prend un pas de recul, puis là, on y va, puis on continue à avancer, en fait, parce que je pense qu'on a fait des beaux changements et des choses intéressantes. Mais ce pas de recul-là est intéressant quand même parce que c'est pas parce qu'on le fait dans l'urgence qu'on doit continuer dans l'urgence. Donc, pour moi, je pense qu'on a plein de belles démonstrations de ce qui peut se faire. Donc, vraiment, pour moi, ce pas de recul-là est important, puis d'aller de l'avant. Donc, pour moi, on continue à aller de l'avant. On ne fait pas juste reculer. Donc. Fantastique. Merci pour ça. Serge? Moi, j'irais peut-être un peu du côté rassembleur. Je dirais, bien, merci aux gens d'être là. Je vois le nombre de participants qui étaient là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt vers le comodal. Je pense que ça, c'est intéressant. C'est intéressant comme chercheur, c'est intéressant comme pour le développement. Et comme Normand l'a dit, on a peut-être besoin de prendre un pas de recul. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire dans les dernières semaines, les derniers mois. Et c'est ce qui va apparaître dans le guide qu'on est en train de rédiger pour le REFAD. Là. Donc, on a un guide qui n'ira pas dans un détail du type branche telle machine à telle place dans telle. Bon, on n'est pas dans cet ordre-là, mais voici ce que tu peux avoir comme option de branchement ou des éléments comme ça. C'est quoi faire du comodal? C'est quoi les avenues pour développer le comodal? Et là, je pense qu'on va avoir un document qui, à mon avis, va être un document fort qui va aider tout le monde, peu importe le niveau, à se donner une base avec laquelle travailler, aller plus loin, explorer, faire des petits pas, puis éventuellement aider au développement de ce mode de formation-là. Wow! Des belles prochaines étapes, des belles lectures, des recherches en cours, la compétence qui continue de se développer parce qu'on n'arrête pas. C'était notre panel sur la comodalité, mesdames et messieurs. Monsieur Laflamme?